Bonjour, c'est le deuxième épisode du podcast MFNUE. Nous sommes aujourd'hui avec Naz et Eshikap. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, moi c'est Naz, je suis une de chefs de délégués cette année à MFNUE 2023. Bonjour, moi je m'appelle Ishikap. Je suis le président de la Cour internationale de justice cette année. Donc, c'était le 100e anniversaire de la République turque cette année et le 29 octobre, et c'était la plus grande fête nationale jamais vue. Il y avait de nombreux bateaux qui traversaient le Bosphore. Toute la nuit, on a assisté aux feux d'artifice et à de magnifiques spectacles de drones. Et tout le monde était dehors pour fêter. Et vous, comment avez-vous passé le 29 octobre? Le soir du 29 octobre, nous étions dans le rue de Bagdad avec mes amis et nous marchions ensemble en chantant différents hymnes nationaux. Et on était au bord de la mer pour regarder les feux d'artifice et bon anniversaire à notre pays. Comment la République a été formée en Turquie et quelles étaient les conditions politiques, économiques et sociales à l'époque? La formation de la République turque sous la direction du fondateur de la nation, Mustafa Kemal Atatürk, est un moment vraiment crucial de notre histoire. À l'époque, le pays était plongé dans une situation politique, économique et sociale complexe. La République a été fondée grâce à la persévérance et à la détermination du peuple turc à la suite de plusieurs guerres et de plusieurs luttes, alors que le monde connaissait différents chaos. En fait, politiquement, la fin de l'Empire ottoman au lendemain de la Première Guerre mondiale avait laissé la Turquie dans un état de déliquescence. La domination étrangère était omniprésente. La capitulation de l'Empire ottoman avait laissé le pays dans une situation assez désastreuse. À part ça, sur le plan économique, la Turquie faisait face à d'énormes défis. Les infrastructures étaient en ruine, l'industrie était sous-développée et l'inflation était endémique. La situation était précaire et le pays dépendait largement de l'agriculture. C'est dans ce contexte que Mustafa Kemal Atatürk a émergé en tant que leader incontesté. Son ambition de moderniser la Turquie l'a conduit à entreprendre des réformes audacieuses. Par exemple, l'abolition du sultanat et la proclamation de la République en 1923 marquent le début de la transformation du pays. Atatürk a engagé des réformes politiques, économiques et sociales majeures. Il a promu la laïcité, l'éducation obligatoire, le code civil et a encouragé l'industrialisation. Ces efforts ont posé les bases de la Turquie moderne que nous connaissons aujourd'hui. Ensemble, la formation de la République de la Turquie a été une période de défis et de changements majeurs. Les actions d'Atatürk ont été cruciales pour établir une nation unie et indépendante et moderne. Sa vision continue vraiment d'inspirer les jeunes Turcs comme. Et merci Chic pour cette réponse approfondie. Et Naz, après la formation de la République turque, comment le peuple turc et les autres États ont-ils réagi à cette situation? Je pense que pour pouvoir répondre à cette question, il faut comprendre la nature de la révolution turque. Contrairement aux autres pays occidentaux, la révolution turque est un mouvement qui a été réalisé du sommet vers le peuple, au lieu du peuple vers le sommet. Disons, c'était quelque chose, la République, pas tout à fait obtenue, c'était quelque chose donné par Mustafa Kemal au peuple. Donc, autrement dit, Atatürk avait fondé une république avant que le peuple turc puisse devenir ou bien comprendre ce qui est une nation. C'est pour cela qu'au début, on ne peut pas dire que ni Atatürk ni la révolution n'étaient entièrement compris. Pourtant, grâce au respect et à la confiance profonde que la société avait sentie envers Atatürk, il a été suivi par la majorité. En plus, notre longue histoire de modernisation ne consiste pas qu'un changement du régime. Celui était renforcé par une autre série des réformes sur l'éducation, l'agriculture, l'économie, afin d'internaliser la démocratie, la République et ses exigences. En conséquence, bien que le fait que des révolutions aussi radicales menées en si peu de temps aient entraîné des déficiences dans la compréhension de certains concepts relatifs aux, classes sociales, à la nation, à la société, cette révolution soutenue par de nombreuses réformes telles que les lettres, le code vestimentaire, l'éducation mixte, le droit de vote pour les femmes, et il faut dire c'était beaucoup plus avant que d'autres pays, a mené la Turquie au niveau des civilisations modernes en un temps incroyable. Vraiment. Ainsi, Atatürk et la Turquie sont devenus un leader et un pays respecté et reconnu au niveau international. Et encore une question pour toi. Comment l'histoire de la République turque est-elle enseignée dans les écoles et quel rôle joue-t-elle dans la formation de l'identité nationale?
Le déroulement historique et les principes de la Révolution turque sont enseignés en détail dans les écoles. En conséquence, les fêtes nationales, en particulier la fête de la République, sont célébrées avec beaucoup d'enthousiasme dans tout le pays, comme on a vu. Cependant, je pense qu'il est très dommage de limiter la définition de la République au droit de voter et d'être élu, comme on le fait souvent, parce que la République comprend de nombreuses notions telles que la compréhension de l'intérêt général, le respect des différences, la tolérance et la fraternité. Dès lors, expliquer que la République en entier est un incroyable exemple de courtoisie permettra de réduire les écarts dans le public. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ces 100 années qu'on vient de laisser derrière nous? Et comment l'administration de l'État et les relations internationales de la Turquie ont-elles changé? Sans doute, les 100 dernières années ont été un siècle d'aventure pour la République turque. Comme je l'ai déjà dit, la République a été fondée pendant les années où le monde était plongé dans toutes sortes de chaos. La jeune République a dû mourir pendant la Seconde Guerre mondiale et les années de guerre froide qui ont suivi. Notre République, couronnée de démocratie, a été soumise à plusieurs reprises à des coups d'État militaires au cours de ces années. Et heureusement, le peuple turc a toujours reconnu la valeur de la démocratie et de la République et a toujours fait tout son possible pour les protéger. À part ça, la Turquie, surtout après la proclamation de la République, s'est toujours considérée comme faisant partie de l'Occident. C'est pourquoi la Turquie, qui a adopté le principe de la protection de la démocratie et des droits de l'homme, a pris sa place à l'Ouest pendant les années de la guerre froide et a adhéré à l'OTAN. Merci. Et on vient à une question assez intéressante et difficile à répondre. Atatürk a mené une société médiévale à la vie moderne et une courte période de 20 ans, et il y parvient en faisant des révolutions les uns après les autres. Et en tant que président d'Anténie onusienne, si vous deviez faire une révolution qui inclurait tous les pays membres, quelle serait-elle? Bon, par définition, l'ONU s'agit des États qui devraient être unis, qui devraient travailler en paix pour le monde entier. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, pour reformuler, comme Chuk aime bien de nous poser souvent, est-ce que c'est vraiment uni? Alors, je pense que le meilleur changement possible est de revenir aux valeurs fondatrices de l'ONU, qui ne peuvent être atteintes qu'en empêchant les nations de se concentrer sur leurs propres intérêts, de sorte que l'organisation travaille réellement pour le bien-être de l'humanité dans son ensemble. Cela peut se faire seulement, je pense, en remplaçant l'ONU par une organisation plus internationaliste dans laquelle certains États ne sont pas exclus, comme maintenant. Et donc, à l'MFNUE, par exemple, nous pouvons observer l'atmosphère d'amitié qui se développe lorsque les étudiants cherchent à représenter d'autres pays plutôt que leur propre nation. Merci. Merci. Dernièrement, quelle est la vision de Mustafa Kemal Atatürk sur la paix du monde? Comment il réagirait contre la situation du monde d'aujourd'hui s'il était vivant? Très bonne question. Il y a une citation de Mustafa Kemal Atatürk que j'aime beaucoup, qui montre son attitude face à cette question. Yurtta sulh, cihanda sulh, qui veut dire paix à la patrie, paix dans le monde. D'une part, il vise la paix, et la tranquillité et la sécurité en Turquie, et d'autre part, paix et la sécurité internationale. Alors, ce principe constitue la base fondamentale de la politique intérieure et de la politique étrangère de la République turque. Atatürk est également le seul dirigeant mondial à avoir déclaré « Si cela n'est pas nécessaire à la défense de la patrie, toute guerre est un meurtre ». Comme les sentiments fascistes et agressifs qui se répandaient en Europe dans les années 1930 menaçaient sa propre région et son propre pays, Atatürk s'est efforcé de grandir la paix dans sa géographie par la diplomatie en signant le traité de défense pacte balkanique avec ses voisins occidentaux en 1934 et le pacte de Sadabat avec ses voisins orientaux en 1937. Je pense que sur la base de ces mots, il n'est pas difficile d'imaginer qu'Atatürk ne serait pas très heureux de la situation actuelle du monde. Malheureusement, de nombreux conflits sanglants se déroulent dans les régions géographiques où se trouve la Turquie. Si la Turquie, malgré sa position géopolitique, ne se laisse toujours pas entraîner dans ces guerres inhumaines, il est clair qu'elle le doit au principe d'Atatürk et à la République qu'il a fondée. Alors, par ça, je peux dire que si Atatürk était encore en vie, il agirait aujourd'hui de manière rationnelle et réaliste, comme il l'a toujours fait.
et ferait tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre les conflits dans le monde, et en particulier ceux qui concernent sa propre région, bien sûr par le biais de la diplomatie et de la négociation. Chers auditeurs, c'est la fin du 2e épisode du podcast MFNUE. Merci à tous les deux et à la prochaine épisode. Je vous remercie. Merci, au revoir. Ce podcast a été enregistré par le club de journalisme audiovisuel du lycée Saint-Joseph Istanbul.